arrive doucement sur les départs de la 3D. Alors là, bon, oui, Virtua Fighter, parce que c'est voilà, c'est quand même le jeu un peu emblématique de la 3D, en tout cas de la 3D d'arcade. Donc ça, Virtua Racing avant. Hein. Oui, Il y a Virtua Racing oui, aussi, ouais. oui, tu as raison. Virtua Rally, Virtua Racing et Virtua Fighter, voilà, c'est un peu, voilà, c'est Sega qui disons-le, hein, va être les premiers à vraiment bien maîtriser Ah oui, ça. c'était vraiment les leaders, c'est clair. Voilà, et comme dit la légende, Sega fait la 3D, Namco fait la version avec les textures. Donc, à mon avis, c'est peut-être plus facile quand même, puis parce que la maniabilité est plus bidon, c'est peut-être plus facile de se refaire un petit Tekken qu'un Virtua Fighter. Je pense. C'est moins rigide. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça passe mieux. Faut le refaire pour l'histoire parce que c'est pas moi j'ai refait, c'est pas si injouable que ça. Virtua Fighter 2 est bien. Virtua Fighter 2 est déjà plus, il était un peu plus moderne rapide déjà. Ouais, c'était à partir du 3 que j'avais commencé à trouver ça à peu près potable graphiquement. Enfin, même carrément potable. Enfin, c'était chouette, quoi, même, de mémoire. D'ailleurs, qu'ils avaient lâché dans le Gold, là, un moment sur Xbox, je sais plus quelle année, peut-être il y a 2-3 ans. Mais alors, les précédents, ouais, justement, ça, c'était vraiment toute cette époque paradoxale où tu es à l'apogée de la 2D et puis la 3D arrive et à la fois, tu prends une claque quand même technique parce que c'est la première fois que tu vois des perspectives bouger dans tous les sens. Donc ça, c'est quand même une claque technique, mais c'est la première fois qu'une claque technique est pas belle en fait, quoi. Enfin, c'est dur à expliquer, quoi. C'est la performance en fait qui t'impressionne. C'est le fait de voir les trucs sous tous les angles calculés par une machine en real time, quoi. Bah justement après le full motion vidéo, quoi. Mais c'est le grand paradoxe du fait que c'est souvent moche, quoi, en fait. Bourré de polygones, lent, rigide, voilà, les gameplays sont pas forcément adaptés, quoi. Le Virtua Racing ressort sur Switch en 60 FPS et en Full HD, mais toujours avec un polygone. Ah ouais, je me souviens, la première fois que j'ai vu Virtua Racing, c'était alors pas en arcade, c'était dans une émission qui s'appelle Micro Kids, hein, certains ont peut-être vu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on est où là? Mais c'est un truc de malade, quoi. C'était barjo dans les replays. Moi, c'est le début du replay, quoi. Tu vois, le concept du replay. Je veux dire, un truc en 2D, on pouvait jamais le revoir a posteriori. Là, par contre, tu pouvais revoir a posteriori et sous un angle différent. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Enfin, surtout que les consoleux n'avaient jamais vu. Parce que les PCI. Parce que sur PC, t'avais des trucs comme compris je sais plus quel éditeur, mais qui était super à l'époque, Grand Prix 2 ou je sais plus. Il y avait Vroom aussi. Il y avait Vroom à un moment. Mais c'était barjo, c'était vraiment barjo en fait. Enfin le début, bien que moche, ça arrachait quand même une rétine, quoi. Ah oui, ça c'est clair. C'est pour ça que je conseillerais jeter un coup d'œil. Tekken c'est un peu plus doux pour les yeux. Jeter un coup d'œil pour voir. Est-ce que ça se refait vraiment? Non. Mais à la limite, en termes de jouabilité, finalement, les jeux de caisse, je parle de la jouabilité, pas du graphisme. C'est peut-être ceux qui ont le mieux vieilli. Parce que autant en caisse, ça faisait sens, la 3D, autant en baston, c'était quand même souvent synonyme de rigidité, quoi, en fait, en vrai. Les Tekken ont pas mal vieilli, je trouve, mais ils sont toujours marrants, quoi. Après, le problème dans les Tekken, c'est que t'as toujours les parties qui se finissent en 3 coups de poing. C'est un peu ça le problème. Le contexte de l'époque, quand même, faut se dire, salle d'arcade, la 3D, ça débarque, c'est nouveau. Alors, c'est lent, c'est moche par rapport à ce qu'on voit en 2D, et ça coûte plus cher sur la salle d'arcade, et tu torches ta partie en 2 secondes. Effectivement, en 3 coups, quoi. Je me souviens, Virtua Fighter, la première fois que je le fais, tu sais pas comment tu joues, et paf, tu te prends 3 coups de tatane, t'as une sortie de tatami, c'est fini, ok, j'ai perdu mes 10 balles, tu pleures, quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les bornes d'arcade de Tekken, peut-être du 2 et du 3 aussi, je crois, c'était une PlayStation en fait. C'était exactement une PlayStation en fait. À peu de choses près, ouais. C'était quoi, Système 12 ou Système 11, je sais plus. Je sais plus, mais c'est pour ça que d'ailleurs le Tekken 1 et 2 sur PlayStation était une conversion parfaite de l'arcade. Mais par contre, ça m'a pas très très bien vieilli. Et après, finalement, quand on y repense, en vrai, vu que l'arcade avait quand même une sacrée avance, c'est finalement pas si longtemps après que ça a commencé à être vraiment beau aussi en 3D. Moi, je me souviens par exemple, je sais pas si vous avez encore souvenance de ce jeu-là, mais typiquement Scud Race en arcade. Oui. Je suis sûr que si tu le vois tourner aujourd'hui, alors ok, il sera en 4 tiers, quoi, forcément, mais ça te fera pas rigoler en fait, même aujourd'hui.
Et ça, alors bon, au niveau jouabilité, c'était assez chiant. Les bagnoles, c'était un peu des savonnettes. Mais ça, par contre, c'est intéressant aussi de parler du moment où la 3D a commencé à devenir à plus faire rire, quoi. Et où c'était plus du tout du polygone, où c'était complètement texturé, lissé, machin. Dans Scud Race, quand tu voyais la Porsche, en vue de derrière et tout, mais là, les circuits, tu passais dans des tubes en verre avec des aquariums derrière et tout, avec des poissons qui bougeaient, enfin, dans le plus pur style de l'arcade exagéré plus, quoi. Et ça, finalement, Scud Race, j'ai pas l'année là comme ça sous les yeux, mais c'est super vieux, hein. Oui, ça doit être de la même époque que, je crois que c'était de la même époque que les Daytona USA et tout ça. C'était après Daytona USA, mais peu après, je pense. C'est peut-être une histoire d'une année ou 2 années, faudrait que je regarde. Non, mais ouais. Ça arrivait quand même assez vite à la maîtrise, hein, ça faut le reconnaître. Ouais, carrément. Ouais. Après, je pense que la vraie révolution, parce que la 3D au début se cherche un peu. Alors, effectivement, les jeux de bagnole en bénéficient plein. Dès le départ, ça correspond tout à fait. Pour le reste, le jeu de baston trouve ses marques assez vite. Par contre, le jeu de plateau, les jeux de plateforme, c'est plus compliqué. Il y a pas mal de trucs qui vont avoir un peu du mal à trouver leur marque au début de la 3D, jusqu'à ce que Nintendo pointe encore le bout de son nez et révolutionne un peu tout ça, encore une fois. Ouais, donc, évidemment, Mario 64, que je pense on peut refaire sans trop de soucis encore aujourd'hui. Et voilà, et qui va amener toutes les bases du maniement dans la 3D, et évidemment Zelda. Aujourd'hui, hein, le Mario Odyssey sur Switch, il reprend directement cette formule-là. Le Sunshine aussi. Voilà. Galaxy. Mais je sais pas, Crash Bandicoot, c'était avant ou Crash Bandicoot, c'était un peu après, il me semble. C'est sûr. C'est après. En tout cas, avant, il me semble, il y avait Pandemonium, hein, ou à la même époque. Oui, ça, ils sont tous arrivés un peu en même temps, de toute façon. Crash Bandicoot, Pandemonium, Nights aussi sur Saturn, ils sont tous arrivés un petit peu. Il y avait quand même des trucs sympas, même en dehors de Mario. Mais Mario 64, c'était quand même le premier à avoir une maniabilité qui était quand même. Disons qu'il avait un stick analogique, quoi. Donc c'est vrai que quand tu fais une console en 3D, c'est pas mal d'avoir un contrôleur pensé pour la 3D, quoi. Oui, non, mais c'est ça. D'un seul coup, t'as l'impression que tu peux partir dans tous les sens. C'est ça. Crash Bandicoot, c'est pas l'impression que ça te donne la première fois, surtout le 1. Donc bon. Alors Zelda. Bon, là, je sais pas, j'ai même pas. Bon, il est là, en plus il est remasteré sur la 3. Sur 3DS. Je l'avais fini. D'ailleurs, je l'avais jamais fini Zelda Ocarina of Time d'ailleurs avant la version 3DS. Et je l'ai fini pour la première fois sur la version 3DS. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était peut-être il y a 4 ans que je l'avais terminé, et j'avais toujours trouvé. Enfin, c'est un jeu qui n'a pas vieilli, qui n'a pas pris une ride au niveau. Il était ouf. J'étais en émulation sur un Media Center avec tout à fond, c'était. Je pense que ça se refait vraiment sans souci. Ah ouais, ça se refait, ouais. Alors, un jeu qui se refait très bien, qui n'a pas tant marqué que ça à l'époque, et qui depuis a fait son nom, mais pour moi c'est la vraie rupture, parce finalement c'est la base d'aujourd'hui de la scène indé, c'est le Castlevania Symphony of the Night. Pourquoi ? Parce qu'il amène ce qu'on va appeler aujourd'hui le genre Metroidvania, dans le sens où il va amener des notions d'RPG dans un jeu d'action. Il y avait une vague tentative dans le 2, mais c'était beaucoup plus foireux. Mais là, ça a son importance, c'est-à-dire que Castlevania, c'est des jeux réputés pour être difficiles. Et là, Symphony of the Night, de par cette notion RPG, même si vous n'êtes pas bon, si vous faites du farming, vous allez y arriver. Et cette rupture, ce mélange des deux, déjà, effectivement, va influencer ensuite toute la scène indé, qui va très très souvent reprendre cette formule du Metroidvania. Mais même au-delà, pour moi, c'est ce qui crée les origines des jeux From Software, des Dark Souls. C'est ce système où, en fait, le jeu est dur, mais si vous allez farmer comme un porc et trouver le bon équipement, vous êtes capable de vous taper n'importe quel boss relativement facilement, parce qu'il y a toujours un petit moyen de cheater, ou une arme qui marchera mieux, du poison, ou un truc comme ça. Et je trouve que c'est celui-là qui va un peu... Le dernier Zelda aussi, un petit peu. Et le dernier Zelda aussi, ouais. Donc voilà. J'ai mis ensuite Resident Evil, parce que Resident Evil... Ah oui, c'est un tournant. Enfin. C'est ça. Il faut voir qu'après, c'est un tournant pour Capcom,
qui après va nous sortir tout sur cette base-là. C'est-à-dire qu'il y aura le samouraï avec Onimusha, il y aura les dinosaures avec Dino Crisis, il y aura Devil May Cry pour Jeux d'action, mais tout ça ont un peu cette même origine. Il y a Resident Evil, la version remasterisée qui était sortie à l'origine sur GameCube, et qui a depuis été portée sur plein d'autres plateformes, se joue toujours pas mal, hein. Elle est toujours belle, hein. Écoute, pour moi c'est le meilleur. Attends, t'as 2 remasters en fait. T'avais le remaster qui était sorti sur GameCube. T'as le Final Cut d'abord. Et puis t'as le HD qui ressort après derrière. Et t'as celui qui est sorti, t'as la version qui est sortie après en HD, soi-disant, parce que les décors sont toujours un petit peu, ils ont été upscalés, disons, les décors, mais ça reste la base, ça reste la version GameCube. En fait. Celui qu'on appelle Rebirth, généralement en France. Donc le Rebirth, qui est sorti surtout là même sur Switch, mais à un prix un peu indécent. Ce jeu reste magnifique, honnêtement. Il est magnifique. Il y a moyen d'avoir une maniabilité alternative plus facile aujourd'hui. Et franchement, oui, ce jeu. Mais moi, je le vois avec les yeux de l'amour, donc je ne sais pas pour les nouveaux joueurs, parce que c'est quand même une maniabilité un peu particulière. Ouais, ça reste quand même un petit peu. Ouais, voilà, je me rends pas compte, mais moi, je le refais quotidien, enfin très régulièrement, et voilà, ça me pose aucun souci. J'avais mis Metal Gear Solid parce que, outre tout ce qu'apporte ce jeu, qui est cultissime, c'est peut-être aussi cette rupture où le jeu vidéo va plus loin que le jeu vidéo, où il se questionne sur lui-même, où il y a vraiment cette rupture avec ce qu'on appelle le 4e mur, où il y a vraiment cette conscience qu'on peut faire du grand public et du très artistique en même temps. Le côté très cinématographique, des idées incroyables, enfin jouer, oui, il va falloir débrancher la manette à un moment pour la brancher sur l'autre port. Il y a tout ça, je trouve que c'est vraiment voilà, ça marque vraiment l'histoire, et il y a moyen de le refaire, peut-être une version plus moderne, je ne sais pas, mais je me rends pas compte. Est-ce que ça passe encore aujourd'hui? Je pense qu'il passe pas mal encore. Il est très 98, mais c'est un des jeux de PlayStation qui... Ouais, exact, mais qui est plus... faut déjà le... Il y a les remasters sur GameCube, exactement. Ouais. Il y a les remasters sur GameCube, mais déjà la version PlayStation, ça reste de la PlayStation, donc c'est quand même très très pixelisé et tout ça. Mais il avait une telle patte, ce jeu, qu'à l'époque, je pense ça fait partie des jeux PlayStation qui doivent être pas encore trop moches aujourd'hui. Ouais, en lycée, ça passe bien. Parce qu'il y avait vraiment une patte spéciale, avec la palette de couleurs qui était très particulière. Je pense qu'il a plutôt bien vieilli. Ouais, la maniabilité reste accessible. Si vous en voyez d'autres, vous me dites, mais parce qu'après, je trouve qu'on finalement, après ça, on quitte un peu le rétro et on débarque. Ouais, alors moi j'en avais d'autres. Alors moi j'avais fait la sélection de manière déjà claque technique, claque visuelle. Pas forcément les jeux à faire, hein, mais les jeux qui pour moi ont marqué un tournant sur le plan technique. Bon, déjà il y avait Tomb Raider, ça on en avait parlé en début d'émission. Donc pour moi ça c'est tournant technique. Alors Gran Turismo aussi, en sens où la première fois que je l'ai vu tourner, mais ça c'est vrai en fait. Première fois que j'ai vu tourner ce jeu, c'était dans un Doug Games encore à l'époque, et j'ai vraiment dû suivre le câble. C'était pas un câble HDMI, je crois, c'était un pauvre câble RCA quoi, pour voir si c'est vraiment ce câble qui allait dans la télé et qui donnait l'image que je voyais. C'était hallucinant en fait. T'avais les reflets sur les voitures qui brillaient quand tu les avais lavées et tout. Enfin, c'était complètement dingue, et c'était là pour moi le summum du replay, au point que je trouve que même les replays des GT actuels me font pas l'effet de l'époque. C'est assez bizarre. Une autre claque technique, ça a été Luigi's Mansion. Et je me souviens que dans les magazines, ils disaient, pour la première fois, on a l'impression de voir une image de synthèse en temps réel, quoi. Et moi, ça m'a fait vraiment le même effet. Et je me le suis fait beaucoup plus tard, notamment sur Shield TV, sur émulation. Et là, pour le coup, j'avais pas spécialement la qualité n'était pas rehaussée par rapport à l'original. Par contre, c'était en HD, c'était lissé et tout. Je crois même il y avait un hack 16/9. Donc du coup, j'y ai joué comme un jeu de maintenant. Et en fait, ça n'a pas pris une ride, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, c'était barjo. Bon, il y a Shenmue évidemment, alors qui pour le coup est une claque technique, mais que j'ai fait lors de son remaster sur Xbox. Et là, j'ai pu voir toute la puissance de la chienlit du gameplay, si je puis dire. C'était abominable. En fait, je me suis infligé ce jeu jusqu'à la fin. Là, je suis dessus. Je suis sur le 2. Le 2, ça me fait moins cet effet. Ouais, mais j'ai refait le 1.
J'ai trouvé quand même que la version la remasterisée, ils avaient un peu amélioré, quoi. Tu vois, ça passait. Ouais, non, mais ça passe. Ouais, Par contre, non, mais c'est surtout Shenmue, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point c'était un jeu qui était précurseur de plein de choses. Mais alors, par contre, il y a beaucoup de choses qui sont complètement absurdes aujourd'hui. La manière dont on contrôle les personnages, parce qu'il faut se rappeler que la Dreamcast avec un seul stick analogique, donc on pouvait pas, il n'y avait pas de maniabilité à deux sticks. Donc on regardait autour on se déplaçait en fait avec la croix directionnelle et on regardait autour avec le stick. Donc il fallait lâcher la croix directionnelle parce qu'elle était même pas du même côté. Elle était du même côté que le stick analogique. Donc c'était très 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 rigide. Et puis alors l'histoire avec les dialogues. Est-ce que vous avez vu des marins Qu'est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé le jour où il a neigé En termes de jouabilité, c'est pas ça. Par contre, techniquement, c'est clair que c'était aussi un. Mais non, mais ça reste un jeu super poétique. Ouais, carrément. J'avais acheté une Dreamcast moi à l'époque pour Shenmue parce que j'avais vu des vidéos de Shenmue, j'avais trouvé ça tellement hallucinant. C'est super un jeu. C'est dans une ville et tu vis ta petite vie. Et je suis toujours fasciné par ça. Ouais, comme tu disais, un peu le précurseur de GTA, l'open world, tout ça. C'est ça qu'il faut voir, c'est que derrière finalement c'est ça qui donnera du GTA et c'est du Yakuza, et puis il y a toute la poésie de l'univers, le côté un peu nostalgique parce qu'il se passe dans les années 80, du coup t'as les petites figurines, tu peux jouer à Space Harrier, enfin c'est du rétro gaming dans le jeu, dans le scénario. Ça c'était une première aussi quoi, pour le coup. Ah oui, oui, c'était du rétro gaming dans le jeu, c'est ça. Ensuite, pour finir sur les claques techniques, alors j'en oublie sûrement parce que j'ai fait la liste un peu à l'arrache. Il y avait, alors c'est complètement dans le désordre, donc je passe de la 2D à la 3D machin. Il y avait Doom 3. Pour moi, ça a été un gap absolument phénoménal. Alors même si c'était en intérieur. Ah oui, mais ce petit point sur Doom 3 à l'époque, faut comprendre, tu n'as pas ton arme et ta lampe en même temps. Sauf dans les versions item, mais dans la première version, t'as pas. Donc il faut choisir entre est-ce que je regarde ou je tire, ça amène un phénomène de flip. Mais c'est ça, en fait. C'est un truc de malade. Le 3, les gens ont critiqué ça, mais c'est juste la pierre angulaire du gameplay de ce jeu, en fait. Et puis après, vraiment, c'est dans le désordre, mais il y a eu notamment sur SNES Axelay, qui, moi, en matière de shoot, j'ai pris une énorme claque avec ce jeu. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie des trucs qu'on peut encore se faire aujourd'hui. Alors, je vais remettre deux en concurrence. Donc, Axelay, c'est la claque graphique. Je pense que je sais ce que tu vas dire, vas-y. Moi, je mets à côté le Super à l'Est. Au moment où il sort. Ouais, non, parce que Super à l'Est, c'est le nombre de sprites. Le jeu, il ralentit très peu, alors que t'as du sprite, mais t'en as partout dans Super à l'Est. Ça explose partout. C'est la première fois sur Super NES que la console peut prouver qu'elle est capable de faire de l'animation sans ramer, en fait. C'était hallucinant à l'époque, quoi. Et puis, tu me fais penser à un truc, c'est Ikaruga aussi, qui m'a mis une énorme baffe. Dans la série Shoot. Alors donc ça c'était Dreamcast. Ouais, sur Dreamcast. Donc mais ça c'était. Il se trouve depuis, on peut prendre. Il est même sur Switch là. Switch, Xbox, il est ressorti sur tout Ikaruga. Il faut le. Alors ce qui est con, c'est que, c'est plutôt fait pour un écran vertical quoi, mais des fois ça peut s'adapter quoi. Et tiens d'ailleurs anecdote à l'époque, l'ISO sur internet qui était chargeable faisait 16 mégaoctets de ce jeu. Et donc, quand tu décompressais, ça te faisait un demi, donc qui poussait les données à l'extérieur du disque, puisque la Dreamcast lisait les disques à l'envers. Ouais. Et donc, du coup, après, ça te faisait une ISO ça te faisait un CD aggravé de 600 mégas. Mais le jeu tout seul, il pèse rien, c'est ouf. Et donc, sinon, après, j'avais noté dans les concepts, mais aussi gameplay, qui pouvait être sympa en termes de gameplay aussi. Street Fighter, Resident Evil, Mario Kart, Metroid, comme on en parlait, Metal Gear, Wave Race aussi. Enfin, ça, pareil, au niveau claque technique. Dans la rubrique claque technique, il y avait Wave Race. Mario Kart prenait une version moderne, ça se refait mieux. Le 1, c'est oui, voilà. C'est clair que le 1, il pique, franchement. Et au niveau jouabilité, moi, j'avais vraiment adoré Banjo-Kazooie, où je trouvais qu'ils avaient réussi à aller plus loin que Super Mario 64, ce que je trouvais ouf. Qui d'ailleurs, ils ont refait en remaster sur 360, on le trouvait sur le store. C'est pareil, c'est le truc qu'on peut refaire aujourd'hui sans problème. Et puis, Super Mario World sur Super NES, quoi. C'est pareil, c'est le truc. Tu le refais des années plus tard, il n'y a aucun souci. Quoi. Je pense que tous les Mario, en fait. Ouais, tous, en fait. Si vous partez sur des Mega Drive, je pense que très facilement, avec des enfants en plus, mais tous les Disney se refont bien. Ils sont vraiment très chouettes. Du Quackshot, c'est vraiment magnifique. C'était tellement d'abord. Ouais, et c'est faisable. C'est encore faisable aujourd'hui. C'est beau, c'est pas rigide. Le Aladdin, évidemment. Sur les deux versions. Le gameplay de la c'est mieux, mais graphiquement, la claque. Bon,
Il y en a tellement, et Il y en ça a fait beaucoup, très ouais. longtemps Moi, j'aurais déjà. juste en ajouté 2-3, parce qu'il y a beaucoup qui ont Bien déjà sûr, été cités, et qui sont dans ma liste aussi. Il y en a un qui a été réédité récemment, et qui a bénéficié d'un super remaster, et c'est un des jeux mes préférés de tous les temps, c'est Wonder Boy 3. The Dragon's Trap, qui était sorti sur Master System à l'époque, qui était un peu l'équivalent, un mi-chemin entre. C'était presque un Metroidvania avant l'heure, parce qu'il y avait des petits éléments d'RPG, parce qu'on pouvait améliorer son personnage en lui achetant des armes, des épées, des boucliers. Et il y avait aussi le côté Metroid avec les transformations qui permettaient d'aller dans différents endroits, en volant, en nageant, ou en se faufilant en se transformant en souris, se faufiler dans des petits passages. Et il y a eu un super remake qui a été fait il y a 2-3 ans maintenant, par des Français, et qui a été complètement refait avec des graphismes un petit peu genre dessin animé, avec une musique réorchestrée, avec un vrai orchestre. Et c'est un vrai plaisir. On a vraiment l'impression, parce que quand j'ai joué, en fait, ça m'a donné l'impression qu'ils ont fait en fait le jeu qu'ils avaient dans la tête quand ils jouaient quand ils étaient petits, en fait. Et ça m'avait fait vraiment, c'était vraiment super. Et en plus, on peut basculer avec le mode rétro à la volée. Et c'est un super jeu qui est toujours bien marrant à faire, qui reste quand même assez 8 bits, donc il est quand même assez court, notamment. Mais c'est un bon petit Metroidvania qui est accessible, je pense aussi pour des enfants. Il n'est pas trop dur. Sur la fin, c'est plus dur, mais je suis d'accord, dans les Mario, je dirais Super Mario Bros 3, qui reste mon préféré, qui est indémodable aussi. Enfin, je joue récemment, à chaque fois que j'ai l'occasion d'y jouer sur une plateforme, je me laisse prendre au jeu. Et comme je disais, Super Metroid aussi, et un peu plus récent, il y a évidemment Shenmue, on en a parlé, qui est plus à faire pour le côté redécouverte de ce qu'était le proto open world, le premier jeu open world en 3D, mais qui reste sympa à faire. Et aussi dans la catégorie des jeux qui m'ont fait acheter une console, il y a Legend of Zelda The Wind Waker sur GameCube, qui est pas un super jeu, qui est pas le meilleur Zelda niveau durée de vie, etc. C'est vrai qu'il est très court, et qu'il y a des passages un peu répétitifs sur la fin pour rallonger un peu le gameplay, mais l'univers graphique est tellement beau, tellement poétique, et la version Wii U qui était super aussi. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas encore ressorti sur Switch, mais je pense que ça va arriver. En fait, c'est là quand je t'entends parler, ce jeu-là, en fait, ça a commencé pas avec celui-là, mais plutôt dans mon esprit avec Jet Set Radio. C'est la première fois où la 3D, elle veut plus être belle au sens lissé, polygoné, machin, brillant et tout. Non, au contraire, on la dégrade volontairement et on revient finalement à l'époque à des Virtua Racing et compagnie, mais pour le style, quoi. Le côté, je me rappelle dans les interviews de l'époque, il disait qu'une des motivations de ce style graphique-là, c'était notamment d'avoir des expressions des yeux. Et de mettre l'accent sur l'expression des yeux, parce qu'il y avait des passages notamment où quand Link est effrayé, il sursaute, il a les yeux, les sourcils qui se lèvent et tout. Et il y avait tout un travail là-dessus qui était super bien fait. Moi, reste un de mes Zelda préférés. Pareil. Mais je me souviens à l'époque, il y en a plein que ça n'avait pas. Qui étaient restés là-dessus, parce qu'il y avait la démo avant qui a montré un Zelda plutôt dans le style adulte et. Oui. Et finalement qui a été fait après dans Twilight Princess, mais j'adore vraiment ce jeu toujours. Mais le trailer. Mais à refaire sur Wii U, parce qu'il y a la version Wii U en 16/9 en HD. En HD, très très bien. Non, j'espère qu'ils le ressentiront sur Switch. Il était vraiment cool. Super jeu, quoi. Ça fait beaucoup, donc on va passer très très vite sur le vrai rétro gaming. Parce qu'on en a un peu touché deux mots vite fait, mais oui, c'est toujours mieux quand on fait sur une vraie console, on va pas se mentir. Oui, il y a un certain plaisir, mais voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui trop de contraintes pour ça. Les premières, on n'a plus les télé adaptées. Et que si vous voulez que ça passe bien, il va falloir investir dans un upscaler, que ça coûte un peu cher. Donc ça, c'est le premier point négatif. Et le deuxième point, vous allez rentrer dans le monde maintenant des collectionneurs. Et les prix, c'est complètement soit vous êtes vraiment collectionneur parce que les boîtes sont belles, les jeux sont beaux, il y a un intérêt, soit vous y avez un vrai plaisir, et ça je le comprends tout à fait, mais pour le plaisir du jeu, je ne conseillerais pas, je vois pas l'intérêt, parce que c'était il y a 20 ans c'était envisageable, aujourd'hui ça l'est plus en vue des prix.
Et en vue du matériel, donc ne partez pas là-dedans, partez plutôt, je pense, effectivement sur un paille et sur de l'émulation. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même un peu plus sympa. Ou alors vous avez gagné au loto et vous voulez faire plaisir avec des jeux à plus de 10 000 euros maintenant sur Neo Geo, je crois. Donc, oui, des trucs assez débiles. Ouais, alors l'alternative entre guillemets, alors pas pour le coup au niveau de la collection de jeux, ça va pas changer grand chose, mais par contre on voit sortir des consoles récentes, des cartouches anciennes. Il y a plusieurs modèles comme ça, notamment j'en ai un, je sais plus, c'est la Retron 5, je crois, un truc comme ça. Ça marche bien. Ça marche pas mal. Franchement, ça marche pas mal. Il y en a une qui est sortie récemment, qui a fait pas mal d'articles, dont j'ai plus le nom, mais qui paraît qui est vraiment très très bien. La Retron 5 était pas mal. Ah non, alors la Mega Drive Flashback, effectivement, le faisait, mais là, c'est de la merde, en l'occurrence. D'ailleurs, c'est Analog, elle s'appelle. Il y a la Super NES, tu sais, je sais pas ce que ça vaut, en console portable. Oui, tout à fait. Qui est bien cher, d'ailleurs, aussi. La petite, là. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, ça. Mais donc voilà, donc oui, c'est mieux, on va pas se mentir. C'est quand même mieux, ça marche mieux sur plein de trucs. Mais voilà. On va pas le conseiller, je pense. Oui, et puis disons que si t'aimes vraiment tous les systèmes, t'imagines le meuble qu'il te faut pour avoir toutes les machines qui sont branchées en. Alors bon, c'est sûr que si. Faut avoir amusé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, faut avoir amusé, et puis. Vous allez faire un tour sur la chaîne de Wawa et vous regardez la collection des gens, vous aurez compris. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les limitations techniques de l'époque, en fait, c'est-à-dire la faible résol des moniteurs et les scanlines, finalement masquaient une partie des défauts. En fait, le paradoxe, c'est qu'il faut avoir un lecteur de merde pour arriver à avoir une meilleure qualité d'image. C'est quand même un truc un peu inédit. Et effectivement, en émulation, des fois ton image elle va être trop belle et du coup tu vas voir tous les escaliers qui finalement avant étaient lissés par les scanlines, quoi, en fait, vu que tu voyais un pixel sur deux forcément. Donc ça, c'est vrai que oui, du coup tu as presque trop de qualité, en fait, et ça révèle tous les défauts des jeux. Moi c'était ce que je reprochais au PC à l'époque. Oui, je trouvais que sur console, comme l'écran était mauvais, ça masquait pas mal de défauts. Et c'est vrai que du coup, tu vas retrouver ces défauts finalement. C'est ça qui va être l'effet recherché. Je pense par les hardcore, quoi, en fait, on va dire les intégristes du rétro gaming, qui vont vouloir retrouver vraiment l'expérience originale, quoi. Mais t'as de très très bons filtres, notamment sur PC. Voilà. Comment s'appelle cet émulateur RetroArch. Ouais, RetroArch. On peut mettre des filtres CRT qui sont plus vrais que nature. C'est vrai. Tu as halo lumineux même. D'accord. Pixels, enfin c'est un truc de malade. Ouais. J'ai pas essayé sur RetroArch, mais en tout cas sur tous les filtres que j'ai pu essayer, y compris celui de la NES Mini, j'ai pas retrouvé sur mon écran LG ce que j'avais à l'époque. Pas du tout, non. Mais dans RetroArch, tu peux avoir des shaders carrément des modes qui sont vraiment magnifiques. Ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'autant ça choquait au début, quand t'étais tellement habitué au scanline que quand tu passais une image nette, putain, t'avais l'impression que quelqu'un t'avait mis une paire de lunettes devant les yeux. Donc du coup, ça te choquait, puis tu préférais ceux dont t'avais l'habitude. Parce que ça, finalement, ça faisait pas cet effet aux joueurs PC qui étaient habitués à avoir une image nette. Donc c'est vraiment un truc de console, quoi, ça. Mais autant, une fois que tu t'es habitué à la netteté de l'image, voilà, quoi, ça devient le contraire, quoi. Tu peux plus revenir à l'original, quoi. On va se quitter, on va se conclure parce que ça fait quand même longtemps que je vous tiens. Yes. En conclusion, écoute, t'en as un peu touché deux mots et je pense que c'est pas mal de partir là-dessus. Effectivement, on va peut-être parler de ce qui est de préserver le patrimoine. Tu parlais du coup de l'association MO5. Je trouve ça intéressant parce que finalement, une part du rétro gaming aussi, c'est avoir conscience de cette histoire. Que le jeu vidéo, ça s'inscrit dans une histoire. Que les jeux d'aujourd'hui sont là parce qu'il y en a eu hier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur YouTube parce que je trouve qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui parlent de cette histoire du jeu vidéo, qui parlent des anciens jeux vidéo et qui font du très très bon boulot. Edouard, je pense à Edouard. Edouard, par exemple. Par exemple, Mea.
Enfin voilà, des youtubeurs qui vraiment vont pouvoir vous parler d'anciens jeux et de tout ça, de toute cette histoire, et c'est vraiment cool. Alors sur le côté historique, juste mini auto-promo, il y avait ce qu'on avait fait sur Clubic à l'époque, l'émission qui s'appelait Antiquitech, où chaque machine était passée en revue et décortiquée, et ça allait plutôt assez loin. Enfin, globalement, j'étais assez content de ce qu'on avait fait avec MO5. Et MO5, avant Antiquitech, avait fait une émission, bon, j'ai plus le nom en tête là comme ça, mais ça me reviendra, qui était un peu... Alors, c'était sur les consoles d'ancienne génération, donc mais c'était beaucoup plus court qu'Antiquitech, et c'était attaqué sous un autre angle, et c'est intéressant aussi. Donc en gros, si on veut faire un truc vite fait, avoir un aperçu vite fait, il y avait cette émission d'MO5, je retrouverai le nom et je le mettrai dans les commentaires. Et puis donc si on veut aller plus en détail, il y avait ces émissions Antiquitech qui étaient assez cool, et on avait fait plus d'une quinzaine ou une vingtaine de machines, je crois, donc ça vaut le détour, franchement. Et puis après, chez MO5, il y a les podcasts. Il y a les podcasts d'MO5. Mais vraiment passionnant. MO5, c'est une assoce qui essaye de conserver tout ça et qui est généralement présente sur les salons, qui fait des events et qui vous permettra du coup de toucher à toutes les anciennes consoles, quoi. Prochainement, alors il y a Savoir Retro Game, Paris Games Week. Alors Savoir Retro Game, c'est pas forcément MO5 qui expose, mais il y a des vieilles machines. Et il y a souvent le président d'MO5 ou des membres imminents. Et sinon, à la Paris Games Week, il y a souvent des expos. Et puis sur le site d'MO5, on peut voir aussi les dates d'autres expos qui peuvent être intéressantes. Quelque chose à rajouter ? Je crois qu'on a fait le tour. On a pas mal fait le tour. Et puis si les auditeurs en fait ont des idées de jeux incontournables à faire, qu'ils n'hésitent pas à partager dans les commentaires, parce qu'évidemment on peut pas être exhaustif même si on a parlé longtemps. Non. C'est pas possible. Mais non, c'est clair. Il faudra qu'on se refasse une autre émission, de toute façon. Je pense qu'on pourra entamer certains débats, comme le fameux 50-60 Hz. Parce qu'on n'en a pas parlé sur la Saturn. On n'a presque pas parlé d'ailleurs de la Saturn. C'est vrai. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Longuement accompagné, c'était vraiment super chouette. Et puis, écoutez, jouez, j'ai pas d'autre mot à dire. Jouer, à du nouveau, à de l'ancien, jouer. Voilà. Je vais balancer pas mal de vidéos, je pense, rétro gaming, notamment avec mon Raspberry Pi, donc il y aura certainement des tutos et des présentations de coques, même si elles sont déjà sorties, ce sera l'occasion de revenir dessus. Et évidemment, la Game Boy, quand elle sortira, sera en précommande Day One, on va dire. Wow, on attend le test alors. Ok. Allez. Allez, ciao tout le monde. Salut. Salut.